Il parlait de bien familial, comme on parle d'une vérité indiscutable. Mon fils utilisait l'expression avec assurance, presque avec tendresse, comme si ces deux mots suffisaient à effacer toute discussion. Autour de la table, chacun acquiesçait. La maison, disait Aïl, c'est le bien familial. Ça dépasse les individus. Ma belle fille opinait doucement, déjà installée dans cette idée confortable où tout ce qui me avait appartenu devenait naturellement à eux. Je les regardais parler. Ils évoquaient l'avenir, les travaux à prévoir, les décisions à prendre. Personne ne me demandait mon avis. Personne ne prononçait mon nom. J'étais là, physiquement, mais déjà exclue de la conversation qui concernait pourtant ma propre vie. J'ai senti cette humiliation particulière, celle qui ne fait pas de bruit mais qui ronge lentement. On ne vous attaque pas, on vous contourne. Bon. Mon fils a fini par se tourner vers moi, avec ce ton rassurant qu'il prenait désormais trop souvent. Tu sais, maman, on fera ça ensemble, pour le bien de la famille, le bien familial. Le mot est revenu, appuyé, presque solennel. J'ai compris à cet instant que ce n'était pas une simple formule. C'était un outil. Une manière de rendre illégitime toute résistance. Qui oserait s'opposer au bien de la famille? Mon cœur battait plus vite, mais je suis restée immobile. J'ai pensé à toutes les années passées dans cette maison. Là, au mur que j'avais choisi, aux réparations faites seule après la mort de mon mari, aux factures payées sans aide. Tout cela disparaissait derrière un concept vague, commode, qui permettait de gommer une réalité simple. Ce bien était le mien. Ma belle-fille a ajouté que ce serait plus simple pour l'avenir, qu'il fallait anticiper, qu'à mon âge, il valait mieux ne plus se soucier de ces choses-là. Elle parlait avec douceur, presque avec sollicitude, et pourtant, chaque mot me repoussait un peu plus hors du cercle. Je devenais un risque à gérer, un obstacle administratif. Pas une personne. Je n'ai pas répondu. J'ai baissé les yeux vers mes mains, posées sur la table. Ces mains qui avaient tant travaillé, tant donné, tant signé de chèques, sans jamais compter. J'ai ressenti une colère sourde, mêlée de honte. Honte d'avoir cru que l'amour me protégeait. Colère de comprendre que, derrière les sourires, on préparait mon effacement. Ils ont continué à parler, comme si mon silence valait accord. Ils évoquaient déjà les prochaines étapes, les démarches à faire, les rendez-vous à prendre. J'étais devenue spectatrice de ma propre dépossession. Et ce qui me frappait le plus, ce n'était pas leur assurance, mais leur conviction d'agir dans le juste. Le biais familial les rendait tranquilles. Quand le repas s'est terminé, je me suis levée lentement. Personne ne m'a retenue. Personne n'a semblé inquiet. Dans leur esprit, tout était réglé. J'ai monté les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, sans allumer la lumière. Le mot résonnait encore dans ma tête. Bien familial. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revoyais leur visage, leur certitude, leur manière de décider sans moi. Et peu à peu, une autre pensée s'est imposée. Claire, irréfutable. Le bien dont il parlait n'était pas une idée abstraite. Ce n'était pas un symbole. C'était un bien légal, concret, avec un acte, un nom, une histoire. Et ce nom, c'était le mien. Je n'ai pas ressenti une rage violente. J'ai ressenti une lucidité froide. Ils pensaient pouvoir m'effacer derrière des mots. Ils ignoraient encore que la loi ne fonctionne pas, avec des formules vagues, mais avec des faits. Cette nuit, quelque chose s'est déplacé en moi. Je cessais d'être la mère conciliante qui se tait pour préserver l'harmonie. Je devenais une femme qui allait vérifier, comprendre et défendre ce qui lui appartenait. Il parlait de bien familial. Moi, je venais de comprendre que le bien était légalement à moi. Et cette vérité, simple et solide, allait tout changer. Avant que la maison ne devienne un sujet de débat. Avant qu'on la transforme en bien familial aux contours flous. Elle avait été un projet clair, précis, presque modeste. J'avais rencontré mon mari jeune, moi, dans une période où l'on ne parlait pas de patrimoine mais de stabilité. Il travaillait beaucoup, moi aussi, chacun à sa manière. Nous n'avions pas d'héritage, pas d'aide extérieure, seulement des salaires, des crédits, 2 mois et cette conviction tranquille que l'effort finirait par porter ses fruits. Quand nous avons acheté la maison, ce n'était pas un rêve grandiose. C'était une décision raisonnable. Un endroit où notre fils pourrait grandir sans déménager tous les 2 ans, où les murs seraient à nous.
où chaque amélioration aurait un sens. Je me souviens de la signature chez le notaire, de la nervosité mêlée de fierté. Les chiffres étaient lourds, mais ils correspondaient à une réalité que nous assumions ensemble. Cependant, les années qui ont suivi ont été pleines, denses, parfois épuisantes. J'ai tenu la maison comme on tient un navire. J'organisais, je réparais, je prévoyais. Quand l'argent manquait, je faisais des choix. Quand le temps pressait, je me levais plus tôt. Mon mari rentrait tard, fatigué. Moi, j'étais déjà passée par 1000 petites décisions invisibles. La maison s'est construite ainsi, par accumulation de gestes silencieux. Notre fils a grandi dans ce cadre stable. Il n'a jamais connu l'angoisse d'un loyer qui augmente, ni l'incertitude d'un déménagement forcé. La maison était là, constante. Elle ne s'imposait pas à lui. Elle le portait. Je croyais naïvement que cette sécurité serait reconnue plus tard comme un cadeau, pas comme un dû. Quand mon mari est tombé malade, la maison est devenue un refuge, autant qu'un poids. J'ai continué à tout gérer, seule. Les démarches, les travaux, les factures. À sa mort, je suis restée propriétaire, légalement et concrètement. Rien n'était ambigu. L'acte était clair. Je n'ai jamais envisagé que cela puisse un jour être remis en question. J'ai vécu ces années de veuvage avec dignité, sans plainte excessive. La maison me tenait debout. Elle contenait nos souvenirs, mais aussi ma continuité. J'y avais mes habitudes, mes repères. Je recevais mon fils, puis plus tard sa compagne. Je les accueillais sans compter, heureuse de cette présence, qui me faisait croire que la famille restait un tout. Quand ils ont parlé pour la première fois de bien familial, je n'y ai pas prêté attention. Le mot me semblait affectif, presque tendre. Je pensais qu'il désignait un attachement, pas une revendication. Mais j'étais encore dans cette logique ancienne, où la reconnaissance allait de soi, où l'on ne confond pas l'amour et la possession. Avec le recul, je comprends que cette vie d'avant m'avait façonné bien plus que je ne le pensais. Elle m'avait appris la rigueur, la patience, la responsabilité. Elle m'avait donné une connaissance concrète des engagements, des contrats, des conséquences. Sans le savoir, j'avais construit non seulement une maison, mais une capacité à comprendre ce qui se joue quand on tente de brouiller les lignes entre le sentiment et le droit. À cette époque, je croyais encore que l'histoire parlait d'elle-même, que ce que, on a bâti avec constance reste évident pour tous. Je n'avais pas encore appris que il arrive un moment où il faut rappeler les faits, même aux siens, pas par dureté, mais par nécessité. Cette maison n'était pas née d'un concept familial. Elle était née d'une réalité précise, inscrite noir sur blanc, baladie, portée par une vie de travail et de renoncement. Et cette réalité allait bientôt redevenir centrale. Les premières fissures n'ont pas fait de bruit. Elles se sont glissées dans le quotidien, presque poliment, comme si personne ne voulait vraiment assumer ce qui était en train de se produire. Au début, je n'ai rien dit. Je me suis même demandé si je n'exagérais pas. Après tout, on ne se méfie pas de sa propre famille sans raison grave. Tout a commencé par des phrases anodines, des remarques dites sur le ton de l'évidence. On pourrait réorganiser le salon. Ce serait plus pratique si on changeait cette pièce. Tu n'as plus vraiment besoin de tout cet espace. Chaque phrase semblait isolée, sans gravité. Mais ensemble, elles dessinaient un mouvement. Lent, constant. Toujours dans le même sens. Ma belle-fille avait cette manière de parler qui ne laisse pas de prise. Elle souriait, expliquait, justifiait. Elle se présentait comme celle qui aide, qui anticipe, qui modernise. Elle parlait souvent de logique, de simplicité, d'avenir. Jamais de droit. Jamais de propriété. Comme si ces notions étaient secondaires, presque indécentes, à évoquer en famille. Là-bas, mon fils, lui, évitait de me regarder quand ces sujets arrivaient sur la table. Il hochait la tête, acquiesçait vaguement. Son silence était lourd. Il n'était pas hostile. Il était absent. Et cette absence me blessait plus que n'importe quelle parole. Elle signifiait que ma place n'était plus évidente à ses yeux. Progressivement, on a commencé à décider sans moi. Des artisans passaient, sans que je sois prévenue. Des devis étaient évoqués dont je n'avais jamais entendu parler. Un jour, j'ai découvert que une pièce devait être transformée. On m'a dit que c'était pour le bien de tous. Encore ce mot, bien,
comme si mon désaccord éventuel était une faute morale. Mère, mes objets ont changé de place. Des meubles déplacés. Des papiers rangés ailleurs. Rien de brutal. Rien qui permette une accusation directe. Mais assez pour que je ne me sente plus totalement chez moi. Un matin, j'ai cherché un dossier important. Il n'était plus là où je l'avais toujours mis. On m'a répondu que j'avais sûrement oublié. J'ai douté de moi. Et ce doute était précisément ce qu'ils installaient. On parlait parfois de moi à la troisième personne, alors que j'étais dans la pièce. Elle fatigue vite. Elle n'aime plus trop s'occuper de ça. Elle n'a plus la tête au papier. Ces phrases, répétées doucement, finissent par vous faire croire qu'elles sont vraies. Je me suis surprise à m'excuser, à me justifier, à expliquer ce que je comprenais encore très bien. Je me taisais pour préserver la paix. Je me disais que ce n'était pas le moment, que provoquer un conflit autour de la maison serait excessif, que l'amour devait passer avant les considérations matérielles. J'avais appris toute ma vie à minimiser mes besoins. Je continuais, par habitude. Mais au fond, quelque chose résistait. Une sensation diffuse d'injustice. Un malaise persistant. Je sentais que ces petites humiliations n'étaient pas accidentelles. Elles formaient un terrain. On m'habituait à reculer, à douter, à céder, sans discussion. On me préparait à accepter l'idée que décider ne m'ose était plus de mon ressort. Avec le recul, je comprends que ces signes étaient clairs. À l'époque, je les empilais comme on empile des concessions, persuadé que la patience finirait par être reconnue. Je n'avais pas encore compris que, dans certaines familles, la patience est interprétée comme une faiblesse, et que le respect ne disparaît pas, d'un coup. Il se retire par petites touches, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus très bien où est votre place. Ces humiliations n'étaient pas spectaculaires, elles étaient quotidiennes. Et c'est précisément ce qui les rendait dangereuses. Elles m'ont appris, malgré moi, que le véritable danger ne vient pas toujours de la violence visible, mais de cette lente érosion qui vous fait presque consentir à votre propre effacement. La goutte d'eau n'est pas tombée dans une dispute. Elle est tombée sur un papier. Un matin calme, presque banal, alors que la maison semblait encore tenir debout par habitude. Je cherchais un document ancien, un relevé que je classais toujours au même endroit. Sur la table, une pile de dossiers traînait, laissés là sans précaution, comme si plus rien ne m'appartenait vraiment. C'est là que je l'ai vu. Un projet, pas un brouillon maladroit. Un document préparé, structuré, précis. Il parlait de la maison, de sa valeur, d'une organisation à venir, le mot bien familial revenait, souligné par des phrases qui donnaient l'impression d'une évidence. Rien n'était encore signé. Rien n'était officiel. Mais tout était prêt. Il ne manquait qu'une chose, mon consentement, réduit à une formalité. J'ai senti mon cœur accélérer. J'ai relu lentement, ligne par ligne. Les termes étaient choisis avec soin. Ils évitaient de dire propriétaire. Ils contournaient mon nom. Ils parlaient d'intérêt commun, de transmission, de simplification. Tout était formulé pour donner l'impression d'une décision raisonnable, presque morale. Et pourtant, au fond, il s'agissait d'une dépossession programmée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas appelé. J'ai continué à fouiller. D'autres feuilles sont apparues. Une simulation de vente, des échanges imprimés, des chiffres entourés, des délais évoqués. 3. Et cette phrase, notée à la main en marge, qui m'a glacée. Il faudra lui faire accepter. Pas me demander. Me faire accepter. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus seulement mise à l'écart. J'étais considérée comme un obstacle. Quelque chose à gérer, à convaincre, à contourner si nécessaire. Le bien familial servait de justification à tout, comme si le fait d'être plusieurs annulait le droit d'une seule. Une honte profonde m'a traversée, pas la honte d'avoir été trompée, mais celle avoir trop longtemps confondu confiance et abandon. Je me suis rejue accepter les petites humiliations, minimiser les remarques, croire que l'amour empêcherait l'injustice. Cette honte a duré quelques secondes. Puis elle a laissé place à autre chose. Une colère, calme, nette, presque froide. Je ne suis pas confuse. Je ne suis pas incapable. Je connais cette maison. Je connais son histoire. Je connais les sacrifices qu'elle représente. Et surtout, je connais la vérité juridique, même si on a essayé de la dissoudre dans des mots vagues. Ce bien n'est pas familial par nature.
Il l'est devenu dans leur discours pour masquer une prise de pouvoir. J'ai remis chaque feuille à sa place. J'ai aligné les dossiers comme ils l'étaient. Personne ne devait savoir que j'avais vu. Pas encore. Je me suis lavé les mains longuement, ça comme pour me débarrasser de cette trahison feutrée. Puis, je me suis assise. Droite. Calme. J'ai respiré. Ce jour-là, j'ai pris une décision qui ne souffrait plus aucun doute. Je n'allais plus attendre. Je n'allais plus espérer une reconnaissance spontanée. Je n'allais plus me taire au nom d'une harmonie déjà brisée. Je n'allais pas non plus provoquer un scandale. Inutile. J'allais répondre sur le seul terrain qui ne se négocie pas avec des sentiments. Les faits. Les actes. Le droit. La goutte d'eau n'avait pas débordé en cris. Elle avait fait déborder une illusion. Celle que l'on pouvait me convaincre, sans me priver. Celle que l'on pouvait décider à ma place, sans conséquence. À partir de cet instant, chaque geste allait être réfléchi. Chaque parole pesée. Je n'étais plus une mère qu'on rassure. J'étais une femme qui avait compris. Il parlait de bien familial. Moi, je venais de mesurer l'ampleur de l'injustice. Et face à une injustice écrite, il n'y a qu'une réponse possible. Une autre écriture. Plus solide. Plus légitime. Et cette réponse, je commençais à la préparer. En silence. À partir de ce jour-là, les nuits ont cessé d'être réparatrices. Elles sont devenues longues, fragmentées, peuplées de pensées qui revenaient toujours au même point. Je m'allongeais dans l'obscurité, les yeux ouverts, à écouter les bruits familiers de la maison. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent contre les volets me rappelait que ce lieu, que je croyais immuable, pouvait m'échapper sans même que je m'en rende compte. Le front. Je revoyais les papiers, les mots soigneusement choisis, cette phrase écrite à la hâte en marge. Il faudra lui faire accepter. Ce n'était plus une supposition, c'était une intention. Là, et plus je repassais la scène dans ma tête, plus je comprenais que rien n'était improvisé. Les petites humiliations, les décisions prises sans moi, les discours sur le bien familial formaient un ensemble cohérent. Voilà, on m'avait préparé, lentement, à céder. Il y avait des moments où la fatigue prenait le dessus. Je me disais que lutter serait trop lourd, trop tard, que peut-être, après tout, je devais laisser faire, me dire que l'essentiel était ailleurs. Puis, une autre pensée surgissait, plus ferme. Laisser faire, ce n'était pas choisir la paix. C'était accepter l'effacement. Et cette idée-là m'était devenue insupportable. Je me suis interrogée sur ma propre responsabilité, sur ce silence que j'avais entretenu pendant des mois, peut-être des années, sur cette habitude de minimiser, de comprendre, d'excuser. J'avais cru que l'amour familial me protégeait. En réalité, il m'avait rendue vulnérable. Cette prise de conscience n'a pas été violente. Elle a été lente, presque douloureuse, comme un réveil tardif. Je priais parfois, sans mots précis, pas pour que les choses redeviennent comme avant, pas pour que mon fils change. Je priais pour rester lucide, pour ne pas me laisser envahir par la peur ou la colère. Je demandais simplement de voir clair, et peu à peu, cette clarté s'est installée. Un matin, j'ai acheté un carnet discret, sans couverture voyante. Je l'ai ouvert avec un respect particulier, comme si j'entrais dans un espace réservé. J'ai commencé à écrire les dates, les phrases exactes entendues, les décisions évoquées sans moi, les documents découverts. Mettre les choses par écrit me donnait une distance nouvelle. Ce qui me blessait devenait un fait. Ce qui me troublait devenait une chronologie. J'ai aussi commencé à me renseigner, simplement, sans affolement. Je lisais des articles accessibles, des explications claires sur la propriété, la transmission, les abus possibles. Je découvrais que la loi n'était pas une abstraction hostile. Elle était un cadre. Et dans ce cadre, ma situation était limpide. Plus je comprenais, moins j'avais peur. J'ai parlé à une amie ancienne, quelqu'un qui me connaissait avant cette période trouble. Elle m'a écouté longuement, sans me couper, sans me dire de relativiser. Quand elle a affirmé que j'avais raison de m'inquiéter, j'ai senti un poids se lever. Non, être cru, simplement, m'a rendu plus solide. Progressivement, mes questions ont changé. Je ne cherchais plus à comprendre leurs intentions. Je cherchais à savoir comment agir sans me trahir. Comment me protéger sans provoquer inutilement. Comment reprendre ma place sans violence.
C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Je ne pouvais plus compter sur la bonne volonté des autres. Je devais compter sur la mienne, sur ma capacité à réfléchir, à anticiper, à utiliser des outils concrets. Mais cette prise de conscience n'a pas été amère. Elle a été structurante. À la fin de ces nuits sans sommeil, une certitude s'est imposée. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je n'avais pas besoin de convaincre. J'avais besoin de me préparer, méthodiquement, en silence. Comme on bâtit une protection solide, pierre après pierre. Je n'ai parlé à personne de ma décision, pas par dissimulation, mais par lucidité. Je savais désormais que chaque mot pouvait être interprété, déformé, utilisé contre moi. Alors j'ai choisi le silence actif, celui qui ne subit plus, celui qui prépare. Un matin, j'ai pris rendez-vous chez un notaire que je ne connaissais pas. Pas celui de la famille, pas celui dont on parlait parfois à table. Un professionnel neutre, choisi par moi seul. J'y suis allée simplement, sans élégance particulière, avec mon carnet dans le sac et une chemise de documents que je avais patiemment constituée. En entrant dans son bureau, j'ai ressenti une sensation inattendue. Je n'étais pas en train de me plaindre. J'étais en train d'agir. Je lui ai exposé les faits, calmement, sans émotion excessive. Les discours sur le bien familial, les documents préparés sans mon accord, les décisions anticipées. Il a écouté attentivement, puis il a posé les choses avec une clarté presque rassurante. Juridiquement, la situation était simple. La maison même appartenait. Entièrement. Personne ne pouvait décider à ma place. Le droit ne reconnaissait ni les formules affectives, ni les intentions familiales. Flou. Il reconnaissait des actes, des titres, des signatures. Cette confirmation n'a pas provoqué de triomphe. Elle m'a simplement rendue droite. Je n'étais pas dans l'erreur. Je n'avais rien imaginé. J'étais légitime. Nous avons ensuite parlé protection. Comment éviter toute tentative de passage en force? Comment verrouiller ce qui devait l'être? J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre agence. J'ai demandé que certains courriers me soient adressés directement. J'ai vérifié les accès, les procurations existantes. Chaque démarche était précise, encadrée, légale. Rien de spectaculaire. Tout d'essentiel. Puis est venue la question du testament. Longtemps, j'avais évité ce sujet, comme s'il portait malheur. J'ai compris ce jour-là que ne pas décider, c'était laisser les autres décider à ma place. J'ai exprimé mes volontés clairement, pas par vengeance, par cohérence. Je voulais que mes choix soient respectés, quoi qu'il arrive, que personne ne puisse plus interpréter mes silences. De retour à la maison, je n'ai rien laissé transparaître. J'écoutais toujours leurs discussions, leurs projets, leurs certitudes. Je hochais la tête, je restais neutre. Ils me croyaient rassuré, presque résigné. Ils n'ont pas vu que mon silence avait changé de nature. Il n'était plus une soumission, il était une stratégie. Je classais mes documents le soir, méthodiquement. Actes, relevés, factures anciennes. Chaque papier racontait une vérité que l'on avait tenté de noyer sous des mots. Je reprenais possession de mon histoire, preuve après preuve. À mesure que cette préparation avançait, ma peur reculait. Elle laissait place à une concentration calme. Je ne cherchais plus à deviner leur prochaine manœuvre. J'avais cessé d'être sur la défensive. J'étais prête. Je savais que le moment viendrait où il faudrait poser les faits sur la table. Pas dans la colère, pas dans l'accusation. Simplement dans la réalité. Et ce jour-là, je voulais être irréprochable. Légalement, moralement. Il parlait encore de bien familial. Moi, j'étais déjà ailleurs. Dans un espace où les droits sont écrits, où les intentions doivent se prouver, où l'on ne disparaît pas, parce que d'autres l'ont décidé. Ma défense était prête, silencieuse, solide, inattaquable. La confrontation n'a pas eu lieu le jour que j'avais imaginé. Elle est arrivée un soir ordinaire, presque anodin, ce qui l'a rendue plus révélatrice encore. Mon fils a proposé de discuter calmement, il dit, ma belle-fille avait cette assurance tranquille de ceux qui pensent tenir la situation. Ils avaient préparé leur discours. Moi aussi. Nous étions assis autour de la table, la même table où l'on avait prononcé tant de fois ces mots commodes, bien familial.
Mon fils a commencé par rappeler l'histoire, leur vision de l'avenir, l'idée de simplifier pour éviter les conflits. Il parlait lentement, comme s'il s'adressait à quelqu'un qu'il fallait ménager. Ma belle fille ajoutait des phrases d'appui, des nuances, des sourires. Il construisait une logique qui se voulait généreuse. Je les ai laissés aller au bout. Je ne les ai pas interrompus. Je savais que chaque phrase les enfermait un peu plus dans leur propre certitude. Quand ils ont marqué une pause, attendant mon accord implicite, j'ai pris la parole. Peu de mots. Une voix posée. J'ai dit que je comprenais leurs préoccupations, que j'avais réfléchi. Puis j'ai posé la chemise sur la table. Lentement. Dedans, il y avait les documents que j'avais préparés. L'acte de propriété, les attestations, les confirmations écrites. Je n'ai pas commenté. Je les ai simplement laissés voir. Je n'ai pas. Le silence a changé de texture. Ce n'était plus un silence de convenance. C'était un silence de surprise. Mon fils a feuilleté, rapidement d'abord, puis plus lentement. Ma belle fille a cessé de sourire. Elle a posé des questions, cherchant une faille, une approximation. Il n'y en avait pas. Tout était clair, tout était daté, tout portait mon nom. J'ai alors expliqué, sans accusation, que le bien n'était pas familial au sens juridique, qu'il m'appartenait, que toute décision devait passer par moi, que j'avais pris des dispositions pour éviter toute confusion. J'ai précisé que ce n'était pas une attaque, mais une mise au point. Une réalité à accepter. La réaction a été immédiate. D'abord la colère. Mon fils a parlé d'ingratitude, de rupture, de manque de confiance. Il disait que je brisais l'unité familiale. Ma belle fille a évoqué la déception, la tristesse, l'injustice ressentie. Il tentait de déplacer le débat sur le terrain moral, là où il se sentait à l'aise. Je n'ai pas suivi. Je suis restée sur les faits, sur ce qui est écrit, sur ce qui est opposable. À mesure que je parlais, leur discours se vidait de sa force. Ils comprenaient que la discussion ne pouvait plus avancer. Comme avant. Les mots vagues ne suffisaient plus. Puis, il y a eu un changement. La colère a laissé place à l'inquiétude. Mon fils a demandé Sâtre, il y avait encore une marge de discussion. Ma belle fille a parlé de compromis, de solutions intermédiaires. J'ai répondu que je restais ouverte au dialogue, mais que mes droits n'étaient pas négociables. Cette phrase a tout figé. À cet instant précis, j'ai senti que le piège se refermait. Pas par brutalité, par cohérence. Ils avaient bâti leur stratégie sur mon silence et ma peur. Ils se retrouvaient face à une femme informée, préparée, calme. Ils ne savaient plus comment avancer. La discussion s'est achevée sans accord. Ils sont partis avec leurs questions, leurs frustrations, leurs certitudes ébranlées. Moi, je suis restée assise un moment, seule, devant la table désormais vide. J'ai ressenti une fatigue profonde, mais aussi une paix nouvelle. Je n'avais pas humilié. Je n'avais pas cédé. J'avais simplement rétabli un équilibre. Ce soir-là, en rangeant les papiers, j'ai compris que rien ne serait plus comme avant. La confrontation avait mis fin à une illusion, celle que l'on peut décider, à la place de quelqu'un, sans résistance. Il parlait encore de bien familial. Désormais, il savait que le bien était légalement à moi. Et que cette réalité, une fois posée, ne se discute plus. Après cette discussion, rien n'a retrouvé son apparente normalité. Le calme qui a suivi n'était pas un apaisement, mais une suspension. Comme si chacun cherchait où se placer désormais, sans savoir quels mots utiliser ni quel rôle jouer. La maison, autrefois bruyante de conversation et d'habitude, est devenue un espace tendu, chargé d'un nom à dit épais. Mon fils a commencé par se refermer. Il parlait peu, évitait mon regard, passait plus de temps à l'extérieur. Quand il s'adressait à moi, sa voix était sèche, contrôlée. Il me reprochait, sans le dire. J'étais devenue, dans son esprit, celle qui avait compliqué les choses. Celle qui avait rompu l'hameçon. Évidence confortable du bien familial. Je sentais sa colère mêlée de honte, cette honte de s'être trompée, de ne pas avoir vu venir ma résistance. Ma belle fille, elle, a changé de stratégie. Elle a tenté la douceur blessée, les larmes discrètes, les phrases qui cherchent la compassion. Elle disait se sentir exclue, incomprise. Elle parlait d'efforts mal interprétés,
d'intentions déformées. Mais, à chaque fois qu'elle s'aventurait sur le terrain des faits, elle reculait. La famille élargie a commencé à réagir. Certains prenaient des nouvelles, d'autres évitaient les appels. Des questions circulaient, à demi, à mots. On cherchait à comprendre ce qui s'était passé, mais sans trop s'exposer. J'observais ces mouvements avec une distance nouvelle. Je n'avais plus besoin d'expliquer. Ceux qui voulaient savoir pouvaient demander. Ceux qui préféraient croire une version simplifiée le feraient de toute façon. Les tensions ont révélé des fractures plus anciennes. Des reproches que je n'avais jamais entendus ont surgi. Des jalousies, des rancœurs liées à l'argent, à l'héritage, au contrôle. Le discours sur le bien familial s'est fissuré, laissant apparaître ce qui cachait réellement. Des intérêts individuels, des peurs, une volonté de décider sans contradiction. La famille se renvoyait désormais la responsabilité de l'échec. Chacun cherchait à se dédouaner. Je me tenais à l'écart de ces échanges, non par indifférence, mais par lucidité. J'avais compris que participer à ces débats me replongerait dans un rôle que je ne voulais plus jouer, celui de la médiatrice, de celle qui apaise au prix de sa propre place. Cette fois, je refusais. Je me contentais d'écouter, quand il le fallait, et de me taire autrement. Ce silence-là était différent. Il n'était plus une capitulation. Il était une frontière. Une manière de dire que tout n'était plus discutable. Que certaines lignes avaient été tracées. Clairement. Et que chacun devait désormais s'y confronter. Peu à peu, la maison est devenue trop étroite. Les pièces semblaient porter le poids des discussions avortées, des regards fuyants, des portes refermées trop doucement. Je sentais que ma présence, loin d'apaiser, rappelait constamment la réalité qu'il voulait oublier. Ce n'était plus un lieu de vie. C'était un espace de confrontation permanente, même sans parole. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon départ était nécessaire, pas comme une fuite, mais comme une conséquence logique. La vérité avait été posée. Les rôles s'étaient inversés. Il n'y avait plus rien à prouver. Rester aurait été une forme d'acharnement inutile. En observant l'éclatement familial, j'ai ressenti une tristesse calme. Pas de regret violent, pas de colère, une lucidité mélancolique. La famille telle que je l'avais idéalisée existait plus depuis longtemps. La confrontation n'avait fait que révéler ce qui était déjà fragile, déjà fissuré. Je n'avais pas détruit un équilibre. J'avais cessé de le porter seul, et ce simple déplacement avait suffi à montrer que cet équilibre reposait sur mon effacement. Cette compréhension, aussi douloureuse soit à elle, m'a libérée. Dans ce chaos feutré, une chose était devenue claire. Je n'étais plus la variable d'ajustement. Je n'étais plus celle qu'on consulte quand tout va mal, puis qu'on écarte quand les décisions comptent. J'étais redevenu un sujet, pas un enjeu. L'éclatement familial avait un prix, mais il avait aussi une vertu. Il rendait visibles des vérités qu'on ne peut plus ignorer. Et face à ces vérités, je choisissais désormais de me préserver. Sans fracas. Sans revanche bruyante. Avec cette certitude nouvelle que je pouvais avancer sans me perdre. Je suis parti un matin clair, sans prévenir personne. Pas par vengeance. Pas pour provoquer un manque. Mais simplement parce que rester aurait prolongé une tension inutile. J'ai fermé la porte doucement, comme on ferme un chapitre qu'on a enfin compris. La maison est restée derrière moi, chargée de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle ne serait plus. Je n'ai rien emporté de superflu. Quelques vêtements, des papiers essentiels, mon carnet, le reste appartenait au passé. J'avais choisi un lieu simple, près de la mer, pas pour fuir, mais pour respirer. Dès les premiers jours, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Le rythme a changé. Les journées n'étaient plus dictées par des attentes, des souhaits entendus, des regards qui pèsent. Je décidais de l'heure à laquelle je me levais, de ce que je mangeais, de la direction que je prenais en sortant. Ces décisions minuscules avaient une valeur immense. Elles me rendaient à moi à même. Je marchais souvent le long de l'eau. Le bruit régulier des vagues avait quelque chose d'apaisant, presque pédagogique. Rien ne presse la mer. Elle avance, se retire, revient. Elle n'explique pas. Elle n'argumente pas. Elle existe. J'apprenais à faire pareil, à être là, sans justification.
Les premiers jours, la solitude m'a surprise. Elle n'était pas hostile, mais elle faisait remonter des pensées que je avais longtemps étouffées. Je pensais à mon fils, à l'enfant qu'il avait été, aux moments simples que nous avions partagés. La tristesse venait par vagues, elle aussi. Je ne la chassais pas, je la laissais passer. Elle n'était plus une menace, elle était un rappel de ce qui avait compté. Peu à peu, j'ai rencontré des gens sans histoire commune avec moi. Une voisine qui promenait son chien à la même heure, chaque matin. Un commerçant qui me saluait désormais par mon prénom. Des échanges brefs, sans enjeu. Personne ne me demandait ce que je possédais, ce que je comptais faire, à qui appartenait quoi. J'étais simplement une femme parmi d'autres. Cette normalité m'a fait du bien. J'ai redécouvert le plaisir de m'occuper de moi sans culpabilité. Prendre le temps de lire, de cuisiner pour le goût, pas par obligation, d'écouter la pluie contre les vitres sans me demander si elle dérange. Alors, j'ai compris que la liberté ne se manifeste pas toujours par de grands gestes. Elle s'installe dans les détails. Je réfléchissais souvent au pardon, pas celui qu'on accorde pour effacer les faits, celui qu'on s'accorde pour ne plus être prisonnière. J'ai compris que je pouvais aimer mon fils sans revenir sur mes crans décisions, que je pouvais souhaiter qu'il comprenne, un jour, sans attendre d'excuses. Le pardon, dans ce sens, n'était pas une réconciliation, c'était un détachement. Les nuits sont redevenues paisibles. Je dormais profondément, sans me réveiller au moindre bruit. Mon corps, longtemps tendu, se relâchait. Je n'étais plus sur mes gardes. Je n'avais plus à surveiller les mots, à anticiper les discussions. Le silence autour de moi n'était plus une menace. Il était un espace. Cette nouvelle vie n'était pas parfaite. Il y avait des jours plus lourds, des souvenirs persistants. Mais elle était honnête. Elle ne reposait plus sur des concessions permanentes. Je n'avais plus à me diminuer pour maintenir un équilibre fragile. J'avais choisi un autre équilibre, plus simple, plus juste, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais alignée. C'est différent. La victoire suppose un adversaire. L'alignement suppose une cohérence retrouvée. Je n'avais pas gagné contre ma famille. J'avais gagné en clarté. En regardant la mer un soir, j'ai compris que ce départ n'était pas une fin. C'était une continuité, débarrassée de ce qui pesait. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir me réservait. Et pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne me faisait pas peur. Je m'étais réinstallée dans ma propre vie. Pas à pas, sans bruit, avec cette conviction tranquille que l'on peut recommencer, même tard, dès lors qu'on cesse de se trahir. Un soir, alors que la lumière baissait lentement sur la mer, j'ai ressorti mon carnet. Celui que j'avais commencé dans l'ombre, quand tout était encore confus, quand je doutais de moi autant que des autres. Je l'ai posé sur la table, près de la fenêtre, entr'ouverte. Le vent faisait frémir les pages. J'ai relu sans hâte. Les dates, les phrases exactes, les silences notés. Tout ce que j'avais consigné pour ne pas me perdre. Je me suis revue, assise à cette table familiale, écoutant parler de bien familial, comme si ma présence n'était qu'un détail. Je me suis revue accepter, sourire, me taire, persuadée que céder préserverait l'amour. Non, et j'ai compris, avec une clarté presque douloureuse, que le plus grand renoncement n'avait pas été matériel. Il avait été intérieur. J'avais laissé d'autres définir ma place. J'ai pensé à mon fils, à l'enfant qui courait dans le jardin, à l'adolescent inquiet, à l'homme devenu pressé de décider. Joie, l'amour que je lui porte n'a pas disparu. Il a changé de forme. Il n'est plus un amour qui excuse tout, qui se sacrifie sans limite. Il est devenu un amour lucide, capable de dire non sans se renier. Cette transformation a eu un prix, mais elle m'a rendue entière. Je n'ai pas cherché à gagner. Je n'ai pas cherché à punir. J'ai simplement cessé de confondre harmonie et effacement. J'ai compris que la dignité ne se négocie pas autour d'une table, qu'elle ne dépend pas du regard des autres. Elle se construit, parfois tardivement, par des décisions silencieuses et fermes. Il y a encore des moments de mélancolie, des souvenirs reviennent sans prévenir, des questions restent ouvertes. La vérité n'efface pas la douleur, elle la rend supportable. Mais elle la replace à sa juste place. Je n'ai pas tout réparé, je me suis protégée.
et c'était nécessaire. Si je devais parler à celles et ceux qui vivent encore dans ce flou, je leur dirais ceci. Vérifiez ce qui est écrit. Notez ce qui est dit. Ne laissez pas des mots vagues recouvrir des réalités précises. L'âge n'enlève pas le droit de décider. La famille n'autorise pas la dépossession. L'amour n'exige pas l'effacement. J'ai appris que la loi n'est pas une arme froide. Elle peut devenir un appui, une colonne vertébrale, quand tout vacille. Elle n'annule pas les sentiments, mais elle empêche qu'on les utilise contre vous. Elle remet chacun à sa place, sans cri, sans scène. Aujourd'hui, je vis plus simplement. Je ne cherche plus à être comprise par ceux qui ont voulu décider pour moi. Je cherche à rester fidèle à ce que je sais être juste. Je regarde la mer avancer et se retirer, indifférente aux drames humains. Elle m'a appris une constance nouvelle. Exister sans justification. Avancer, sans se perdre. Je n'ai plus besoin de parler fort. Je n'ai plus besoin d'expliquer. J'ai posé les faits, pris mes décisions, accepté les conséquences. Et maintenant, je peux enfin me taire sans disparaître. Parce que j'ai compris, au terme de ce chemin, une vérité simple et définitive. Le silence peut aussi être une forme de justice.